Un homme aime sa femme. Sa femme prend un amant. Le mari aime bien l'amant. Et l'amant aime bien le mari. Richard Lemoine est un brave garçon bien bâti, d'une intelligence normale. Il vient de finir son service militaire et il pense à s'installer dans la vie. Alors il cherche un travail et il en trouve un dans une usine de conserve alimentaire au cœur du Languedoc. Geneviève, qu'est-ce que vous faites de beau ce soir ? Geneviève est une collègue de travail de Richard. Elle est plus jeune que lui et vient d'entrer dans l'usine où il travaille depuis maintenant 10 ans. Pas plus que lui, elle ne sort du lot des gens normaux, ni jolie, ni laide, gentille, charmante, soignée, tout ce qu'il faut pour faire une bonne mère de famille. « Je sais pas encore trop », répond Geneviève, qui ne veut pas avouer qu'elle n'a pas de cavalier pour le bal de la Saint-Jean. « Ben si vous êtes toute seule, nous pourrions peut-être aller danser au village, reprend Richard. « Vous avez l'intention de m'emmener danser sur le cadre de votre bicyclette ? Ah non, non, ce soir j'emprunte la voiture de mon frère. » Et c'est ainsi, banalement, que tout commence pour Geneviève et Richard. Après le bal de la Saint-Jean, leurs relations deviennent plus intimes. D'abord, ils se tutoient. On peut bien faire ça quand on a échangé quelques baisers et quand on a bu une bouteille de clairette. Ils prennent l'habitude de sortir tous les samedis soirs et puis, comme souvent en province, les choses vont plus vite. Si on se mariait, lance Richard. Geneviève rit en se tortillant. « Je te donnerai ma réponse avant la prochaine Saint-Jean. »« Mais dis donc, ça va faire 1 an qu'on est sortis ensemble pour la première fois. » « Tu sais que chez moi, tout le monde m'appelle Bibou. »« Non, mais maintenant je le sais, Bibou. » Et la réponse est oui. Bibou fait la connaissance de la famille de Geneviève et personne n'émet la moindre objection. Un mariage comme tant d'autres, en blanc bien sûr, pour Geneviève. La vie de Français moyen, une petite fille née chez les Lemoine. Les années passent avec les bonheurs modestes, les malheurs courants de beaucoup de familles. Malheureusement, l'usine de conserve alimentaire ferme, et Richard doit se trouver un nouvel emploi. Quand il regarde en arrière les années passées, il se dit que sa vie n'a pas été aussi brillante qu'il aurait pu l'espérer. Il a moins envie de se battre, il a moins envie de tout. Il a moins envie de Geneviève. « Richard, si tu veux, tu peux entrer à la mairie, ils embauchent. » Il passe un petit concours, et comme il a un petit bagage primaire, comme il ne fait pas de faute d'orthographe, il est engagé comme employé de la mairie. Autre milieu, autre collègue. C'est à la mairie qu'il rencontre Léon Duverger, de 10 ans son aîné. « Léon, qu'est-ce que tu fais dimanche ?» demande Richard. « Tu ne viendrais pas à la pêche à la truite avec moi ?»« Si tu connais de bons coins. Mais faut se lever de bonne heure, hein ?» Et le dimanche suivant, Richard et Léon, laissant Geneviève seule à la maison, partent de bon matin pour une partie de pêche qui dure jusqu'au soir. Ils ont emporté un casse-croûte, quelques bouteilles pour faire passer le tout. Une excellente journée. Le soir, les paniers pleins de truites brillantes, ils rentrent au bourg. « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» demande Richard. « Rien de spécial, répond Léon. Tu sais, je suis célibataire. Je mets mes truites au frigo, je mange un reste de cassoulet, et je me mets devant la télé. » C'est pour bien gai. Après une journée pareille, tu vas pas finir seul, comme un rat derrière une malle. Viens à la maison. J'ai trop de truites pour nous. Geneviève va les préparer, on les mangera ensemble. Et c'est ainsi que Léon vient pour la première fois dîner chez Richard et Geneviève. Ils sont d'ailleurs presque voisins, et la soirée est aussi agréable que la journée. Après les parties de pêche à la truite, selon les saisons, les loisirs de Richard et de Léon s'organisent. Il y a la saison de la chasse, les parties de pétanque, les soirées de billard, les soirées de tarot. L'un entraînant l'autre, ils se mettent même à jouer au tennis et font souvent équipe en double. Geneviève reçoit de plus en plus souvent Léon pour le dîner. Tout le village aime bien Richard, Geneviève et Léon. Richard et Léon, bien que travaillant tous les deux pour la mairie, ne sont pas en contact tous les jours. Richard, après quelques années, décroche le poste de concierge, ce qui lui assure un logement à bon marché. À quelque temps de là, Geneviève, elle aussi, est engagée comme femme de ménage par la municipalité. Pas de doute, ils sont là jusqu'à la retraite, à l'abri du besoin. Bien que Richard soit toujours plus ou moins dans les parages, un beau jour, Geneviève reçoit Léon en son absence. Il lui applique sur les lèvres un baiser fougueux. Elle proteste mollement. « Enfin, Léon, tu es fou. Mais qu'est-ce qui te prend ? Enfin, si Richard arrivait. Un ami comme toi. »« Geneviève, oh, Geneviève, répond Léon en haletant. Depuis le premier soir où je suis venu chez vous après la pêche à la truite, j'ai envie de toi. Et je sais que toi aussi tu as envie. » Geneviève, tandis qu'il la serre entre ses bras et la couvre de baisers, doit s'avouer qu'elle aussi n'est pas insensible au charme de Léon. Plus mince que Richard, plus musclé, plus basané, plus typé. Il a 10 ans de plus que son mari, mais il fait moins popote. « Viens chez moi demain vers 3 heures, propose Léon. C'est l'heure où Richard est occupé.
Nous aurons tout notre temps. Geneviève se dégage enfin de son étreinte. Elle tapote sa blouse pour en effacer les plis. Elle remet sa coiffure en ordre. Demain à 3 heures sans faute. Je t'attends. Je vais mettre le champagne au frais. Tu viendras. Je suis folle, se dit Geneviève, complètement folle. Toute la nuit, elle se retourne, prise entre désir et remords. À ses côtés, Richard dort du sommeil du juste. S'il savait, le pauvre vieux. Ça va faire au moins 5 ans qu'il ne l'a plus prise entre ses bras la nuit. Ah, après tout, elle n'a que 35 ans. Bientôt, ce sera l'âge critique. C'est peut-être le grand amour qui s'offre à elle. Le lendemain, Geneviève a la tête ailleurs. Elle laisse brûler le rôti, oublie d'aller chercher les médicaments de Richard chez le pharmacien, et sert 2 pâtés au chat, qui se demande ce qu'on célèbre. À 2h30, elle sort de chez elle. Elle est un petit peu maquillée, mais, étant donné la saison, elle a gardé sa tenue habituelle, une blouse à fleurs, une touche d'eau de toilette au creux des seins. « Je vais voir une amie », lance-t-elle en rougissant à une employée de la mairie, qui n'en demande pas tant. Et c'est ainsi que Geneviève et Léon deviennent amants. Le champagne aidant, ils sont assez contents d'eux. Ils décident qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, et Geneviève se trouve toutes les excuses du monde à laisser Léon se servir là où depuis longtemps Richard n'est plus venu, même pour les fêtes carillonnées. Léon et Richard, cependant, continuent leur belle amitié. Et les parties de pêche, les parties de chasse, les boules, la pétanque, Léon est de la famille. Mais un beau jour, Léon a un problème assez grave. En effectuant une tournée, il renverse une fillette sur le bord de la route. Bouleversé, il apprend avec horreur que cet accident, dont il est jugé seul responsable, laisse la pauvre gamine gravement handicapée. À partir de ce moment-là, son humeur se dégrade considérablement. Il fait une déprime. Le médecin préconise des antidépresseurs qui ne lui réussissent pas vraiment, surtout qu'il a tendance à les faire descendre à grands coups de rosée du pays. Geneviève ne reconnaît plus son Léon d'autrefois, si gai, si dynamique, si inventif. Comble de malchance, Richard, lui aussi de son côté, se met à broyer du noir. Le soir, il ne dit plus un mot. Elle se demande si par hasard, il ne serait pas au courant de sa liaison. Mais non. Quand elle lui dit « Ça ne va pas, mon bibou? Tu veux que je te fasse quelque chose de bon? »« Non, merci, te fatigue pas, je sais pas ce que j'ai plus de goût à rien. C'est peut-être mon retour d'âge. Mais ça n'existe pas pour les hommes, mon bibou. Et tu n'as même pas 45 ans. » Richard pousse un gros soupir à fendre l'âme. Geneviève se trouve ainsi entre les 2 hommes de sa vie, tous les 2 en dépression. Léon doit même faire un séjour à l'hôpital du canton. Elle va lui rendre visite sans Richard. « Il te fait la bise, explique-t-elle, mais il est trop fatigué pour venir. Je ne sais pas ce qu'il a. » Mais dans les petits villages, les secrets les mieux gardés finissent par transpirer. Derrière les rideaux des petites fenêtres, des yeux indiscrets finissent toujours par saisir un regard trop appuyé, un sourire qui manque d'innocence, un geste de la main qu'on a cru furtif. Quelqu'un, un ami qui veut du bien à Richard, lui lance un jour « C'est pas parce que tu es cocu que tu dois nous faire cette tête-là. »« Quoi, qu'est-ce que tu dis ?»« Répète un peu, fait Richard. » Mais il n'y a pas dans cette demande toute la fureur du mari outragé. Il y a la lassitude de quelqu'un qui traîne son existence sans goût. « Ce n'est pas parce que tu es cocu qu'il faut nous faire cette tête-là, reprend l'autre, presque avec douceur. Enfin, tu ne le savais pas. » Cocu, fait Richard, comme dans un état second. Geneviève? Mais avec qui? L'autre éclate d'un rire un peu forcé. Mais enfin, ton bon copain, Léon, avec qui d'autre? Oh, on dirait que tu ne les vois pas. Ils font presque ça tout ton nez. Tiens, l'autre jour, ma cousine Yvette, qui était à la foire de Saint-Jean-d'É, les a vus ensemble. Et les détails affluent d'un seul coup, remontant le cours des années, transformant chacun des beaux souvenirs d'amitié de Richard, Geneviève et Léon en souillures dégoûtantes, en pantalonnades grotesques. Richard rentre chez lui écœuré. Mais il veut en avoir le cœur net. Il ne croira à rien de ce qu'on vient de lui dire, tant qu'il n'aura pas la confirmation de la bouche même de Geneviève. Geneviève, regarde-moi dans les yeux et réponds. Geneviève n'a pas besoin d'entendre la question de Richard.
Elle comprend d'un seul coup qu'il est au courant de sa liaison avec Léon. Et avec simplicité, elle ne cherche pas à nier. Oui, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tu ne me regardais plus. Peut-être que je me suis dit que c'était ma dernière chance avant d'être une vieille femme. Richard, silencieux, baisse les yeux vers le sol. Il se dit qu'il a sans doute sa responsabilité dans l'affaire. Et puis Léon est si sympathique, continue Geneviève, avec une innocence désarmante, si prévenant, si gai. Vous vous entendez si bien. C'est comme un autre toi-même. Richard ne réagit pas devant l'énormité de la chose. L'ambiance est tendue, mais aucune mauvaise parole n'est prononcée. Bibou va se coucher. Et au moment où Geneviève se glisse à ses côtés entre les draps, il lui dit simplement « Pardonne-moi ». Geneviève fond en larmes et il l'entend à peine lui dire « Pardonne-moi, mon Bibou, j'ai été complètement folle ». Elle n'a pourtant pas la force de lui dire « Je ne le referai plus ». À vrai dire, elle n'est plus sûre de rien. Le lendemain, bien que la mairie fonctionne, Richard, de plus en plus déprimé, est en arrêt de maladie. Il rejoint quelques amis qui le regardent par en dessous et il avoue « Je vais me flinguer ». L'un de ceux qui entend cette confidence court prévenir Geneviève qui, à nouveau en larmes, murmure « C'est ma faute ». Le soir, quand Viviane, leur fille, rentre du travail, Geneviève lui fait part de l'inquiétante déclaration de son père. « Inutile de me dire pourquoi, commande Viviane, la bouche pincée. J'ai compris depuis longtemps. » Et elle s'en va décrocher le fusil de chasse qui orne l'entrée pour le dissimuler sous son propre matelas. On ne sait jamais. 2 jours plus tard, on sonne à l'entrée du pavillon des concierges de la mairie. Geneviève sort sur le seuil en s'essuyant les mains à son tablier. « Excuse-moi, Léon, dit-elle, je prépare un lapin. »« Je suis un salaud, fait Léon. » En même temps, il sort de sa poche un gros revolver et le dirige vers son cœur. Une détonation fait trembler les vitres de la mairie. Certains visages apparaissent aux fenêtres. Richard, qui dormait sur le canapé du salon, surgit derrière Geneviève. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, comme à moitié endormi. « Léon !» fait Geneviève, devenue hystérique. « Il vient de se tuer, là, juste devant moi !» Puisqu'il s'est tué, dit Richard, j'en fais autant. Là, encore tout chaud, le revolver gît au sol. Richard, sans hésiter, enjambe le petit grillage qui borde le gazon, s'approche du corps de Léon, s'empare de l'arme, puis il se met à courir vers le parking. Geneviève affolée le suit en hurlant « Non, Richard, non !» Une seconde détonation. Richard s'écroule, lui aussi tué net par la balle qu'il vient de se tirer dans la poitrine. L'amitié est parfois plus forte que l'amour. Johann Geiler déjeune ce 16 janvier 1986 avec sa femme Lisa. Johann Geiler, 42 ans, est plombier dans la petite ville de Grafenbourg, en Bavière. C'est pratiquement tout ce qu'il y a à dire sur lui, tant sa vie est sans histoire. 2 coups de sonnette viennent interrompre le repas. Johann va ouvrir, c'est le facteur. Un recommandé avec accusé de réception. Une petite signature, s'il vous plaît. Johann s'exécute, revient à table. Il a une exclamation en découvrant l'entête de l'enveloppe. « Cela vient du tribunal. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Tu vas voir qu'ils m'accusent d'un crime. » Il décachette la missive avec le couteau à pain, lit en silence pendant quelques instants et éclate de rire. « Mais c'est pourtant vrai. Écoute ça. Monsieur, vous êtes convoqué jeudi 18 janvier à 15h au bureau du juge d'instruction Schöner pour tentative d'assassinat. Eh ben celle-là, c'est la meilleure de l'année. » Mais sa femme Lisa ne partage pas sa décontraction. « Johann, j'ai peur. Enfin, voyons, Lisa, tout ça n'a aucun sens. » Ben justement, je n'aime pas ce qui n'a aucun sens. Et c'est Lisa Geiler qui a raison. Alors, monsieur le juge, on fait des blagues? Au mot blague,
Le juge d'instruction Scheuner a une très désagréable grimace qui rend son visage plus sévère encore s'il est possible. Il a la soixantaine, le crâne aussi luisant que son bureau d'acajou, le teint rose, le regard invisible derrière de grosses lunettes d'écaille. Il désigne une chaise recouverte de cuir vert. « Asseyez-vous, monsieur. » Le juge Scheuner ouvre un dossier. « Vous avez, dans la journée du 4 janvier 1986, effectué des travaux de plomberie dans la villa de monsieur et madame Ebert. »« Oui, et alors ? Veuillez ne pas m'interrompre. »« Vers 15 heures, vous répariez une baignoire. Madame Ebert est venue vous demander si vous n'aviez besoin de rien. Vous lui avez répondu, et je cite, « Je vous proposerais bien un petit câlin. Comme Madame Ebert tentait de fuir, vous l'avez attrapée. Vous avez posé vos 2 mains sur son cou en lui disant, je cite, « Embrasse-moi ou je t'étrangle. » Votre victime a dû s'exécuter, et c'est tout de suite après qu'elle a pu vous échapper. » Johann Geiler en a le souffle coupé. Il ne peut que faire la même remarque qu'en ouvrant la lettre. Ah, ça c'est la meilleure de l'année. Le juge Scheuner reste totalement impassible. Reconnaissez-vous les faits? Mais enfin, pas du tout. C'est le contraire, enfin presque. J'étais en train de travailler dans la salle de bain quand Madame Ebert est venue. Elle était en peignoir, il était mal fermé. Elle s'est approchée de moi, et comme je ne voulais pas d'histoire, je lui ai dit de se tenir tranquille. Alors elle m'a dit, « Je vous fais si peur que cela. » Et puis elle n'a pas insisté, elle est partie. Le juge Scheuner a la même grimace désagréable que lorsque Johann avait prononcé le mot blague. Ainsi, vous accusez Madame Ebert d'attentat à la pudeur. Mais non, pas du tout, monsieur le juge. J'accuse personne. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Le juge Scheuner appuie sur une sonnette. Un petit homme vêtu de noir vient s'installer derrière une machine à écrire. Nous allons enregistrer votre déposition, monsieur Geiler. Rentré chez lui, Johann Geiler raconte l'invraisemblable aventure à sa femme. Elle est atterrée. Mais enfin, tu te rends compte de ce qui se passe? La femme du maire? En plus, Ebert fait vivre toute la ville avec son usine. Et toi, tu vas dire que c'est elle qui t'a fait des avances? Ben forcément, j'ai dit la vérité. Et tu te figures qu'on va te croire. Un petit plombier de rien du tout. Johann a 2 qualités qui peuvent parfois être des défauts. Il est d'un optimisme inébranlable et têtu comme une mule. Il se rit. Bien sûr qu'on me croira, puisque c'est vrai. En tout cas, il faut que tu prennes tout de suite un avocat. Johann Geiler hausse les épaules. Un avocat, que l'idée. Ça coûte cher, ça sert à rien. Je leur expliquerai bien tout seul au juge. Mais Johann, oh non, ça suffit comme ça. Je dis pas d'avocat, il n'y aura pas d'avocat. Les débats ont lieu le 24 février 1986. En correctionnel et non aux assises, le juge Scheuner n'ayant tout de même pas retenu l'inculpation de tentative d'assassinat, mais celle de coups et blessures et attentat à la pudeur. La petite salle du tribunal de Grafenbourg est pleine à craquer. D'abord parce que les plaignants sont monsieur et madame Ebert. Bien des personnes sont venues uniquement pour leur manifester leur sympathie. Il n'est pas mauvais d'être dans les petits papiers du tout-puissant Wilfried Ebert, maire de Grafenbourg et patron de l'unique usine de la ville. Mais la salle d'audience est également remplie de jeunes gens, avocats stagiaires ou étudiants en droit. Eux, ce n'est pas le couple Ebert qui les intéresse, c'est leur avocat. C'est en effet Rudi Schwab qui va plaider partie civile. Et Rudi Schwab, c'est la gloire du barreau allemand, la terreur des procureurs et des avocats adverses dont les journalistes répètent avec admiration les formules cinglantes, les répliques à l'emporte-pièce. Johann Geiler fait son entrée. Il est plus impressionné qu'il ne voudrait le dire. Mais il arbore un sourire résolu et marche d'un pas ferme. Allons, tout va bien se passer, puisque c'est lui qui a raison. Le greffier résume l'accusation. Johann Geiler expose avec netteté les faits tels qu'ils se sont passés. Il est fort satisfait de lui. C'est pas plus difficile que ça. Peut-être que les juges garderont un doute, mais comme le doute profite à l'accusé, il est gagnant. C'est alors que maître Schwab se lève.
Il a un ample mouvement de manche. Toute la salle se prépare à boire ses paroles. Geiler est un coupable d'autant plus odieux qu'il tire son impunité de la pudeur de ses victimes. Pendant que je m'occupais de ce dossier, voyez-vous, j'ai reçu des témoignages de plusieurs femmes de Grafenbourg, d'honnêtes ménagères, qui ont, elles aussi, subi les infâmes attentats de cet individu. Mais elles sont tues, par crainte du scandale, pour protéger leurs maris, leurs enfants. Maître Schwab a un splendide geste du bras pour désigner Madame Ebert, jusqu'à ce que cette femme admirable ait eu le courage, que dis-je, l'héroïsme, de se donner en pâture à l'opinion pour démasquer l'odieux personnage. Il y a un murmure de sympathie prolongé dans l'assistance. Johann a le souffle coupé, mais il est quand même décidé à ne pas se laisser faire. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire, c'est elle! Un haut d'indignation du public lui coupe la parole, tandis que Maître Schwab s'écrie d'une voix tonitruante « Regardez-le, mesdames et messieurs, regardez cette face qui exprime le vice, ce visage qui respire la perversité. Et il n'a pas honte, et il ne rougit pas devant le regard de ses concitoyens, il ose même insulter sa victime. » Cette fois, c'est plus que l'on peut supporter. Johann Geiler, il bondit de son siège. « Mais vous allez vous taire, espèce de... » Et l'avocat prend le public à témoin. « Geiler s'est trahi. Il vient enfin de se montrer tel qu'il est, un être violent et grossier, un être capable de tout. Il avait ces yeux-là, cette face congestionnée, lorsqu'il a serré le cou de Madame Ebert. » Un grondement hostile s'élève du public. Johann cherche ses mots, mais il les trouve pas. Il se rassied. Maître Schwab a un ricanement. « Vous ne dites rien, Geiler. Vous êtes moins à l'aise que dans les salles de bain. » Johann Geiler aurait envie de crier son indignation. Mais il y renonce, sinon l'autre va encore l'accabler. Il faudrait qu'il parle posément, qu'il dise les choses avec autant de force que de calme. Mais il n'est pas avocat, il est plombier. Et il commence à découvrir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le voyant rester muet, Maître Schwab s'écrie en le désignant du doigt « Votre silence est un aveu !» Les débats sont rondement menés. Après une brillante plaidoirie pour la partie civile, c'est à Geiler de s'exprimer. Il se souvient qu'il a quelque chose d'important à dire, mais impossible de se rappeler quoi. Il bredouille quelques paroles embarrassées et se rassied presque aussitôt. Ah, ça y est, ça lui revient. À la suite d'un accident de moto, il a de grandes difficultés à se servir de son bras gauche. En aucun cas, il n'aurait pu serrer de ses deux mains le cou de Madame Ebert. Il se lève pour le faire savoir, mais c'est déjà trop tard. Le président énonce le verdict. Johann Geiler, vous êtes reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés. La Cour vous condamne à 8 mois de prison avec sursis et 1000 marques de dommages et intérêts au plaignant. Spontanément, la salle éclate en applaudissements. Totalement effondré sur son siège, Johann Geiler ne fait même pas attention au regard de dégoût que lui jette le public en s'en allant. Lisa, sa femme, est pâle comme une morte. Elle réagit pourtant. Elle se dirige rageusement vers Maître Rudi Schwab. « Ah, vous êtes content de vous? Vous êtes fier ?» L'avocat a un sourire. « Bien sûr, j'ai fait mon métier. Mais mon mari est innocent !»« C'est l'évidence même !» Lisa Geiler reste la bouche ouverte. Elle tourne les talons. Au moins elle sait ce qu'il lui reste à faire. Quelques jours plus tard, maître Hans Petermann dîne chez les Geiler. Hans Petermann est une autre gloire du barreau allemand. S'il a accepté de défendre un obscur plombier pour une banale histoire de correctionnel, c'est parce que Lisa a su le convaincre, fort habilement d'ailleurs, et elle lui a rapporté l'aveu de maître Schwab. Maître Petermann a donc ainsi une cause en or et la certitude d'une victoire facile et retentissante sur son illustre rival. Maître Petermann, après s'être fait expliquer l'affaire par Johann Geiler, va directement à l'essentiel. Bon. Vous allez vous faire établir par un expert un certificat pour votre bras gauche. Il reste la parole de Madame Ebert contre la vôtre. Vu sa position, c'est dangereux pour vous. Mais il ne faut pas trop se laisser impressionner par les gens. Je vais enquêter sur son passé, on verra bien. Et 3 jours plus tard, Johann Geiler reçoit chez lui un coup de téléphone de maître Petermann. C'est gagné. J'ai de quoi ruiner la réputation de Madame Ebert. C'est une nymphomane.
2 domestiques qu'elle a renvoyés sont prêts à témoigner. D'autre part, je peux prouver qu'elle a fréquenté à plusieurs reprises un salon de thé de Munich qui sert de lieu de rencontre entre les dames riches et les jeunes gens sans scrupules. Voyez-vous, il n'y a pas eu vraiment de procès en appel. Maître Rudi Schwab, apprenant qu'Hans Petermann assurait la défense de Geiler, était bien trop avisé pour insister. Devant la cour d'appel de Munich, le couple Ebert était absent. Maître Schwab a pris brièvement la parole pour dire que ses clients renonçaient à leur accusation. Bien entendu, Johann Geiler a été acquitté. On était alors en fin 86. Toute l'affaire avait duré exactement 1 an. Johann Geiler ne s'était pas trompé. C'était bel et bien la meilleure de l'année. Quand un fils disparaît, aussi garnement soit-il, ses parents vivent jusqu'à la fin dans l'espoir de son retour. Mais les plus grandes joies peuvent avoir un goût amer. « Victor, arrive ici. C'est-il toi qui as ouvert aux poules du père Guérin ?» Pas de doute, ça va encore chauffer à la ferme de la Vache Rouge. Victor Rougemont, 10 ans, ne répond pas quand il entend son père l'appeler. Si ce n'est pas lui qui a ouvert aux poules, qui aurait pu faire ça? Dans la commune de Saint-Junien, il est le champion de toutes les bêtises possibles et imaginables. C'est plus fort que lui. Sa mère, Gabrielle, dit qu'il tient de l'oncle Oscar, et son père ajoute qu'il tient aussi du grand-père Malingrin, celui qui a fini à Cayenne. Avec une telle hérédité, on ne cherche pas longtemps quand il s'agit de découvrir un coupable. Qui a décroché la corde qui permet de sonner la cloche de l'église? Qui a peint la jument des Gibaudins en verre-bouteille? Sans parler d'autres énormités. Parfois, Victor signe ses propres méfaits. Comme le jour où sa mère le voit s'élancer de la fenêtre du grenier avec pour tout parachute le vieux parapluie du grand-père. Heureusement, si l'on peut dire, le vent est pour lui et le projette directement dans la fosse à purin. En l'astiquant dans l'abreuvoir, sa mère lui distribue autant de taloches que de coups de gants de toilette. Et son père attend qu'il sente un peu moins mauvais pour lui appliquer sur les fesses un bon nombre de coups de ceinturon. « Bande de vaches !» s'écrie Victor, à l'attention des auteurs de ces jours. « Je foutrai le camp d'ici, vous verrez. Vous entendrez plus jamais parler de moi. Et quand j'aurai fait fortune, je reviendrai ici, j'achèterai tout, et je vous enverrai à l'hospice. » Ah, charmante nature. Ces propos peu aimables lui valent un supplément de beigne et un dîner réduit à sa plus simple expression. Il faut bien avouer que Victor, fils unique d'un couple déjà âgé, a le diable au corps, et en cette année 1944, celle de la libération de la France, le fait d'entendre parler à tout bout de champ de résistants, de FFI, d'embuscades, de guerre, enflamme encore davantage son imagination. Un matin, Gabrielle, en se levant pour donner à manger aux poules, est tout heureuse de constater qu'elles sont pour une fois encore dans le poulailler. Victor ne les a pas libérées. Il n'a pas ouvert la soue au cochon, il n'a pas ouvert le robinet du tonneau de vin, et ce manque de méfait l'inquiète un peu. « Victor! Victor! Ben lève-toi donc, il est l'heure de la soupe !» Normalement, elle devrait, au 4e ou au 5e appel, voir apparaître la tête hirsute de Victor à la fenêtre de la soupente. Mais rien. Victor, qui répond d'habitude à l'appel de son estomac plutôt qu'à l'amour filial, fait la sourde oreille. Gabrielle, soudain en colère, et elle en a l'habitude, se décide à aller chercher le gamin. Dès qu'il aura fini sa soupe, elle a du travail à lui faire faire, écosser les petits pois pour les bocaux de conserve, changer la litière des vaches, et après on verra. Il doit bien avoir quelques devoirs de vacances à finir. Elle monte à l'étage. Personne sur le matelas du gamin. Les draps et les couvertures n'ont même pas bougé. Mais où a-t-il bien pu se fourrer? « Victor! Victor, tu m'entends, s'égosille Gabrielle. Oh, ne me fais pas courir, parce que tu vas le regretter. » Le silence le plus complet lui répond. Gustave, le valet de ferme, n'a rien vu. À midi, quand le père Honoré revient des champs, Gabrielle lui annonce la nouvelle. « Victor n'est pas avec toi? Enfin, je le cherche partout depuis ce matin. Impossible de mettre la main dessus. »« Bon, tant qu'il n'est pas là, c'est tout sur ça de moins de dégâts, » fait le père philosophe. « Mais attends qu'il rentre ce soir pour le dîner. Je vais lui en faire danser une belle de sarabande. Ça lui apprendra à se bigner comme ça sans nous prévenir. Il aura été avec les fils Lamberton se baigner à la rivière. Oh, ça m'étonnerait, son maillot est encore asséché sur le fil depuis hier. Tu crois peut-être que ça le gênerait de se baigner sans maillot? Il est capable de tout. » Et la journée passe. À la mi-tombée, les Rougemont deviennent franchement inquiets. Alors, c'est pas normal.
Le père attrape sa bicyclette et va jusqu'au village tout proche pour prévenir les gendarmes. Ah voilà, mon gamin, le Victor, il a disparu. Sa mère se fait un sang d'encre. Alors si vous avez des nouvelles, c'est pas que je m'inquiète trop, mais ça fait plusieurs fois quand je l'étrique qu'il nous menace de partir avec son baluchon. Si vous pouviez prévenir vos collègues, c'est de la mauvaise graine, mais c'est le seul qu'on a, alors j'y tiens quand même. En tout cas, s'il remet les pieds à la maison, il va falloir qu'il donne une bonne explication. Sinon, il va se retrouver avec les fesses plus rouges qu'à l'ordinaire. Et Honoré Rougemont rentre chez lui. Gabriel, sous la lampe, sans lâcher son tricot, l'interroge. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Rien, ils savent rien. Quelle vermine, ce gamin. Je me demande de qui il tient ça. Certainement pas de mon côté, hein. Cette année, c'est le bouquet. Quand je pense que l'institutrice ne veut plus le reprendre l'an prochain, et même le curé l'a fichu à la porte du catéchisme. Tu avoueras tout de même. Gabriel n'avoue rien du tout. Le soir, en se couchant, elle fait une petite prière pour qu'il ne soit rien arrivé à son enfant, et le lendemain, elle va mettre un cierge à la Sainte Vierge en bois doré du village. Plusieurs jours passent. Les Rougemont ne parlent plus de Victor entre eux. D'un côté, on n'a pas retrouvé de cadavre, ni dans la rivière, ni dans les bois. Les copains de Victor, le jour de sa disparition, l'ont simplement vu qui attendait tout seul au croisement du chemin communal et de la route nationale. Que pouvait-il aller faire par là? Le facteur n'a rien vu non plus. 6 jours plus tard, Gabrielle, qui est occupée à nettoyer l'enclos des cochons, manque s'évanouir quand sur le chemin qui mène à la ferme, elle voit s'avancer 3 silhouettes. 2 sont des gendarmes qui marchent en tenant leur bicyclette à la main, et entre eux, solidement encadrés, voilà Victor, encore plus poussiéreux que d'habitude, et le nez baissé, comme un voleur de lapins pris sur le fait. Gabrielle se précipite. « Victor, te voilà! Mais t'en as une mine, d'où sors-tu ?»« Bonjour, madame !» fait le plus gradé des gendarmes. « Votre mari est là? Il est en train de passer la charrue dans le pré du pendu. Vous pouvez aller le chercher? Je vais sonner la cloche. Il comprendra qu'il est arrivé quelque chose d'important. » Et voilà Gabrielle qui se pend à la grosse cloche suspendue devant la ferme de la Vache Rouge. Elle est toute joyeuse, mais la cloche teinte d'un air sinistre. En tout cas, là-bas, dans le pré du pendu, Honoré Rougemont comprend qu'on l'appelle. Il lâche la charrue, laisse Finette, la jument, au beau milieu du sillon, et enfourchant sa bicyclette, le voilà qui pédale vers la maison. Paf! Sans dire un seul mot, sans poser la moindre question, Honoré vient d'asséner à Victor une gifle, à lui décrocher la mâchoire. Le môme se met à pleurer, à la fois de douleur et de honte. « Ça t'apprendra !» fait Honoré en guise d'explication. « Et maintenant, dis-nous donc où tu étais passé pendant que ta mère était à moitié morte d'inquiétude. Moi aussi d'ailleurs, j'étais à moitié mort. Sinon, je t'en retournerai une dont tu te souviendrais. » On l'a retrouvé à Orléans. Il a dit qu'il voulait partir en Amérique, fait le brigadier. Enfin, il a fini au bout de quelques heures par dire son nom et son adresse, et c'est comme ça qu'on vous le ramène. Tu sais, Victor, tu es quand même un peu genaud pour partir tout seul en Amérique. Et que deviendront tes parents sans toi? Tu y as pensé? C'est des vaches, répond Victor entre ses dents. Gabriel arrête net le bras vengeur d'Honoré au moment où une deuxième taloche allait rougir la seconde joue du fils prodigue. Ce soir-là, on ne tue pas le veau gras chez les Rougemont pour célébrer le retour du fugueur. On discute, on prend des résolutions de part et d'autre. Bien sûr, dit Honoré, la vie à la campagne n'est pas facile tous les jours. Mais dis-toi bien qu'à ton âge, je ne mangeais souvent qu'un bout de pain avec un peu de lard et encore pas tous les jours. Et l'hiver, j'avais pas de bonnes chaussures comme toi, seulement des sabots avec de la paille, puis pas d'école. C'est le curé qui nous apprenait à lire. T'as de la chance. Tu parles d'une chance, fait Victor. Gabriel lui passe la main dans les cheveux. Elle a fait du pain perdu, histoire de célébrer un peu le retour. Dis-nous comment tu t'es débrouillé pour aller jusqu'à Orléans. Ça fait plus de 300 kilomètres. Victor raconte comment il s'est accroché à l'arrière de l'autocar et comment il s'est ensuite caché dans un camion rempli de cochons. Il a même volé un vélo. « Et voilà, s'écrie Honoré, mon fils est un voleur. Il va falloir que je te dresse une bonne fois pour toutes. » L'avenir s'annonce plutôt sombre pour Victor. 1 mois plus tard, toutes les catastrophes semblent s'accumuler sur la famille. Finette, la jument, meurt inexplicablement. Et la tante Agathe, qui habitait à Vierzon, meurt aussi. Et les grands-parents, du côté de Gabriel. Tout ça détraque la mécanique familiale. Le père, la mère doivent partir pour les enterrements. Quand ils rentrent à la ferme, Victor a de nouveau disparu. À nouveau, Honoré prévient les gendarmes, à nouveau les jours passent, mais cette fois-ci rien. Plus jamais Victor ne réapparaîtra à la ferme.
Le père Honoré, après cette disparition, malgré ses manières brutales, vieillit brusquement. Il ne se console pas de l'absence du petit. Très régulièrement, il va à la gendarmerie pour savoir si l'on aurait du nouveau. Plus les années passent, plus l'espoir s'amenuise. Et un jour, ombre de lui-même, Honoré quitte cette vallée de larmes lui aussi. Gabrielle reste seule à vivoter à la ferme, dans la perspective d'une vieillesse solitaire. Et puis elle s'accoutume à l'idée, tous ceux qui faisaient son univers ont disparu, sa sœur, ses parents, son mari, son fils. Personne ne reste. Un jour, chez une voisine, elle rencontre une femme étrangère au village. « Tiens, Gabrielle, dit la voisine, je te présente ma cousine Rita qui passe des vacances chez nous. » Gabrielle tend une main indifférente à la cousine. Celle-ci, avec une autorité toute professionnelle, s'en saisit et la retourne. « Vous permettez ?»« Oh, comme votre main est intéressante. C'est un don que nous avons dans la famille. Dites-moi, vous avez un fils ?»« J'en avais un, mais il a disparu il y a 8 ans. »« Oh, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Je ne sais pas comment vous dire. Je vois votre fils revenir. Ah oui, c'est même dans un avenir proche. Mais en même temps, on me dit que vous ne le reverrez jamais. Oh, excusez-moi si je suis brutal. » Gabrielle fond en larmes. « Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Il va revenir, mais je ne le reverrai pas. Alors il va revenir sans s'occuper de me dire comment il va. Ah, en tout cas, il n'est pas mort, dit la voyante. Comment s'appelle-t-il? Victor. Pensez qu'il aurait 18 ans le 16 août. Faites-moi confiance. On me dit que Victor revient, c'est certain. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous ne le reverrez pas. 2 ans passent, et un jour, au bout du chemin qui mène à la ferme de la Vache Rouge, 2 silhouettes apparaissent, 2 hommes jeunes, qui viennent de descendre d'une voiture kaki. Ils avancent à pas lents, mais cette fois-ci, Gabrielle, assis sur le seuil de la ferme, ne se lève pas pour les accueillir. Ils s'approchent d'elle, et l'un d'eux, avec un fort accent américain, demande « Madame Rougemont ?»« Oui, c'est moi, qui êtes-vous » L'homme lui glisse un papier dans la main, puis les 2 militaires, car ce sont des militaires américains, font demi-tour, regagnent leur voiture et s'en vont. Gabrielle n'a rien compris. Quand Gustave, l'ouvrier agricole, arrive quelques minutes plus tard, elle lui dit « 2 hommes sont venus et m'ont donné ce papier, qu'est-ce que c'est ?» Sur le papier, un seul nom, Victor Rougemont. Quel est ce mystère? L'explication arrive par courrier, quelques semaines plus tard, sous la forme d'une lettre qui dit « Ma chère maman, excuse-moi d'être venu, de t'avoir vu et de n'avoir rien dit. Après toutes ces années, sans te donner de nouvelles, je ne savais plus quoi dire. Et puis j'ai eu l'impression que toi non plus tu ne me reconnaissais pas. Quand je suis parti de la maison la seconde fois, en 1945, j'ai réussi à aller jusqu'en Alsace, et là malheureusement j'ai été pris dans un bombardement. On m'a trouvé blessé, brûlé, on m'a hospitalisé. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un hôpital américain. Tout le monde voulait savoir qui j'étais, mais comme je ne voulais plus retourner à la Vache Rouge pour recevoir des coups de ceinture du père, j'ai dit que je ne me souvenais de rien. Et les Américains m'ont gardé avec eux jusqu'au jour où l'un d'eux, le lieutenant Pringle, a demandé à m'adopter. Ah, j'étais fou de joie. Et avec lui, je suis devenu Sidney Pringle. J'ai fait mes études en Floride, puis je me suis engagé dans l'armée et à présent je suis pilote. Je suis même marié. Et c'est à l'occasion d'une permission en Allemagne que j'ai pu venir jusqu'à la maison. Mais j'ai rien pu dire. Je reviendrai dans quelques semaines avec ma femme. Elle est américaine et se nomme Phyllis. Pardonne-moi pour tout ce silence. À bientôt. Quelques semaines plus tard, une autre voiture s'arrête à la Vache Rouge. Sidney Pringle, ex-Victor Rougemont, en descend et se précipite vers sa mère pour l'embrasser. Mais celle-ci lui touche le visage avant de dire « Mon petit Victor, c'est toi, c'est bien toi. Enfin, je te revois. » Et puis elle hésite et soupire. Mais non, elle avait raison, la voyante. Tu es bien là, et pourtant je ne te revois pas. Mon pauvre Victor, j'ai bien changé. Voilà pourquoi la dernière fois je ne t'ai pas reconnu. Elle ôte ses lunettes fumées et montre à son fils. Le laitier vient de passer. C'est l'instant magique de l'aube qui se lève sur un pavillon anglais dans un jardin anglais. Le chat de la voisine qui fait de la bonne cuisine, ta 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 ta, et ne mange pas les rats, car ce chat
est un chat gâté, pourri, onctueux et gourmand. Il a le pelage fauve et noir, de longs poils angora et de splendides yeux d'or pailletés. Il fut, il y a longtemps, champion toute catégorie d'une exposition féline en Angleterre. C'est donc une merveille de chat gros et gras qui vit dans une petite ville anglaise du comté de Nottingham, dans une charmante petite maison sur un coussin de velours anglais soyeux et réservé à son seul usage. Mrs. Crombie et M. Crombie, ses maîtres, sont aux petits soins pour lui depuis des années. Ce matin, Pussycat est dans la cuisine. Il ronronne dans les jambes de Mrs. Crombie qui remplit sa gamelle avec amour et la dépose délicatement devant la porte du jardin au milieu des fleurs. Pussy renifle, goûte avec méfiance ainsi que le font les chats de bonne race, puis se décide à engloutir. Ensuite, il nettoie ses pattes, museau et moustache avec délectation et Mrs. Crombie le laisse seul pour se rendre au marché. 10 minutes passent dans cette solitude. Par la chatière de la porte de la cuisine, Pussy entre, secoue la tête et vacille légèrement. Son œil d'or se trouble. Il avance de 4 pattes et s'écroule à quelques centimètres de sa gamelle vide. 20 minutes plus tard, Mrs. Crombie rentre chez elle. Et c'est une femme en larmes effondrée qui en ressort immédiatement, tenant dans ses bras le corps inanimé du plus beau chat d'Angleterre. Mrs. Crombie est au 100 coups. Pussy, le merveilleux Pussy, âgé de 7 ans à peine, en pleine forme ce matin, est dans le coma. La pauvre femme court chez le vétérinaire, serrant contre elle le petit corps flasque. Ce Pussycat est tout pour elle. L'enfant qu'elle n'a pas eu, le mari toujours absent, l'ami qui écoute et se tait en la fixant en silence de son regard énigmatique, l'objet de son admiration, de sa tendresse, de sa fierté, de ses remontrances, de ses inquiétudes, de sa joie, sa vie. Et le vétérinaire qui l'accueille a énormément de mal à faire un diagnostic, tant la pauvre femme est affolée et son récit décousu. Pussycat est toujours inerte mais vivant. C'est un premier constat. Par contre, le souffle est lent, très lent. Le museau et les oreilles sont chauds, l'œil à l'envers. Voyons, Mrs. Crombie, ne pleurez plus. Dites-moi ce qu'il a mangé ce matin. Du corned beef? C'est tout, absolument tout. Alors la boîte était mauvaise. Il va mourir empoisonné. Je vais pratiquer un lavage d'estomac, il s'en sortira peut-être. Les chats sont coriaces. Mrs. Crombie assiste donc, dans l'angoisse, à cette opération délicate et désagréable qui consiste à retirer de l'estomac de Pussycat un corned beef avarié, donc potentiellement mortel. Pussycat est encore dans le coma quand on le rend à Mrs. Crombie, avec ordonnance, multiples recommandations. Mrs. Crombie prend le temps de se rendre à la pharmacie, puis rentre chez elle, dépose Pussycat dans son panier moelleux et le recouvre tendrement d'une couverture. La longue veille commence. C'est en retournant dans la cuisine et en contemplant la gamelle de Pussycat, soigneusement léchée jusqu'à la dernière miette, que Mrs. Crombie hurle à nouveau et manque de s'évanouir. Un sursaut d'énergie la propulse au téléphone. Mais enfin, c'est horrible, affreux, le corned beef empoisonné. Pussy n'est pas le seul à en avoir mangé. Monsieur Crombie a emporté des sandwichs que sa femme lui avait consciencieusement préparés pour son breakfast avec moutarde, cornichons et corned beef. Comment n'y a-t-elle pas pensé plus tôt? Elle bafouille au téléphone le terrible danger que court son époux et le policier de service prend sérieusement la chose. Une boîte de corned beef empoisonné? Mais il faut prévenir Scotland Yard et les services de santé. C'est vous qui avez fait les sandwichs, dites-vous? Quelle marque? Mon mari, d'abord, je vous en prie, faut prévenir mon mari, je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. En moins de 3 minutes, le PDG de la gigantesque entreprise de travaux publics où travaille M. Crombie est alerté par la police. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur moyen d'aller vite, car pour déterminer où peut se trouver son employé, le patron a recours à une cascade de collaborateurs, ce qui prend bien un quart d'heure. Enfin, il peut annoncer triomphalement à la police « Nous l'avons localisé, il est sur un chantier au sud de Londres, à 15 kilomètres. » La police fonce vers le chantier lointain, toute sirène dehors, car l'heure passe. Il est midi, et M. Crombie est peut-être déjà en train d'ingurgiter les sandwichs mortels. Sûrement d'ailleurs, car il a l'habitude de manger vers 10h30. L'ambulance fonce, motard en tête, le centre antipoison attend éventuellement la victime, et pendant ce temps, la police presse de questions Mrs. Crombie. Mais enfin, qu'avez-vous fait de la boîte? Je l'ai jetée. Mais où? Mais quand? À la poubelle, hier soir.
J'avais mis le corned beef dans une boîte de plastique. Les poubelles sont passées maintenant. Combien de tranches avez-vous mis dans les sandwichs? Mais je ne sais plus. 5 ou 6. J'ai donné le reste au chat ce matin. La valeur d'une tranche, le fond de la boîte. Il en raffole. Comment est le chat maintenant? Il est toujours dans le coma. Le chef du centre antipoison appelle la société fabriquant le corned beef et explique la situation au directeur. Elle est grave, cette situation. Il peut s'agir d'une boîte accidentellement contaminée. Mais il peut y en avoir d'autres. On connaît le problème depuis quelques années, chantage, malveillance, bref, il faut éviter à la fois une épidémie et la panique. Affolement général dans l'usine. Comment prévenir les milliers de dépositaires? Et la publicité? Le renom de la marque. Il s'agit d'un corned beef consommé depuis des lustres par toute l'Angleterre, friande de cette viande engelée. Utiliser les médias, c'est l'affolement est immédiat. Les hôpitaux surchargés. Il faut au moins attendre l'analyse de ce que M. Crombie a avalé. Sur son chantier, M. Crombie, coiffé d'un casque et juché en haut d'une grue, ne comprend pas grand-chose à ce déploiement de véhicules de police, d'ambulance, et à ce qu'on lui hurle dans le talkie-walkie de sa cabine. Descendre? Il est en danger. À peine en bas, il se sent vraiment mal, car un infirmier lui demande abruptement « Vous avez mangé vos sandwichs ?»« Oui. »« Alors en route, vous êtes empoisonné. » Saisi par 4 bras vigoureux allongés sur une civière, ballotté à travers tout le chantier, M. Crombie se retrouve dans l'ambulance, qui repart immédiatement, sirène hurlante. Le pauvre homme commence à réaliser. Il transpire d'angoisse. Il a mal à l'estomac. Il roule des yeux horrifiés à l'infirmier qui prend sa tension et il demande « Le petit chat est mort ?»« Coma, ne vous agitez pas. » Au centre antipoison, Mrs. Crombie, toujours en larmes, se jette sur son mari pour lui demander pardon. Les infirmières, les médecins, tout le monde se jette sur lui. Tubage, vomitif, lavage d'estomac, et on recommence. Tubage, vomitif, piqûre, anti-ceci, anti-cela. M. Crombie n'est plus qu'une loque lorsqu'on le laisse enfin reposer sur un lit d'hôpital où il grelotte encore, transpire d'une sueur glacée, hoquette, et s'endort enfin après une piqûre calmante. Le médecin raccompagne Mrs. Crombie. Il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que nous avons pu agir à temps. Les analyses sont parties au laboratoire, nous ne tarderons pas à savoir. Rentrez chez vous, nous vous tiendrons au courant. Et Mrs. Crombie rentre chez elle, toujours en larmes. Le quartier commente l'aventure. Et le bruit se répand évidemment. Corned beef empoisonné! C'est le chat qui a donné l'alerte. L'affaire prend des proportions. Et Pussycat, allongée sur son coussin, est toujours inanimée, ses magnifiques yeux clos, sur un sommeil de tombe. Une nuit passe, lourde d'angoisse pour tout le monde. Au petit matin, Mrs. Crombie, qui n'a fermé qu'un œil de toute la nuit, vient observer Pussycat. Eh bien justement, Pussycat a ouvert un œil. Il hésite à se lever, s'étire, puis enfin se redresse sur ses 4 pattes de velours et avance en ronronnant dans les jambes de Mrs. Crombie. Il réclame sa pitance matinale. Il est sauvé. Cela veut dire que M. Crombie s'en sortira aussi. Les 2 êtres qu'elle aime le plus au monde. Pussy et son mari sont sauvés. Mrs. Crombie pleure à nouveau de soulagement, attendant fébrilement l'heure de téléphoner à l'hôpital. C'est à ce moment-là, un peu avant 8 heures du matin, que l'on gratte à la porte de la cuisine. Mrs. Crombie va ouvrir, c'est le laitier qui dépose sa bouteille comme chaque matin. « Alors, Mrs. Crombie, et Pussycat, quoi de neuf ?»« Vous saviez qu'il était malade ?»« Malade ? Non, non, juste un peu assommé. Oh, ma pauvre Madame Crombie, je suis désolé, et c'est de ma faute, voyez-vous, c'est vraiment de ma faute. En déchargeant une caisse hier matin, je lui ai fait tomber une bouteille sur la tête. Ah, il s'est sauvé. Il n'avait pas l'air trop assommé, il courait comme un lapin, et vous n'étiez pas là, alors je me suis pas trop inquiété. J'étais terriblement en retard pour ma tournée hier. Ah, bah le voilà, Pussycat, ça va mieux l'athlète. Mais il était dans le coma. Mais vous avez failli le tuer. Mais vous ne vous rendez pas compte, et tout le reste, hein? Tout le reste! Mrs. Crombie s'effondre à nouveau en larmes. Et oui, tout le reste. Pour rien. Police, hôpitaux, services de santé, analyse de laboratoire, panique industrielle. Mrs. Crombie se précipite à nouveau au téléphone. Il faut prévenir tout le monde dans le sens inverse.
Et le laitier de débiter des excuses du genre je ne me doutais pas qu'il était groggy, et il a filé comme le diable. Il a dû tomber quelques secondes après, je ne pouvais pas savoir. En plus, j'habite à l'autre bout de la ville, j'ai pas sûr. Enfin, c'est pas trop grave, c'est costaud un chat. Puis entre nous, vous savez, le corned beef, moi j'éviterais, c'est pas bon pour le poil, ces aliments-là. Un grave et lourd silence lui répond. Le lendemain matin, le Daily Mirror titrait « À propos des faux empoisonnements au corned beef, l'erreur de diagnostic d'un vétérinaire peut-elle être considérée en certains cas comme une faute médicale. Le chat, responsable de la panique de cette semaine, ne portait qu'une faible blessure invisible à l'œil nu, a déclaré le vétérinaire impliqué dans l'affaire. Ce à quoi les vétérinaires de la ville, solidaires de leurs confrères incriminés, répondaient par un communiqué vengeur dans le magazine professionnel de septembre 1979 « S'il est une leçon à tirer de cette malheureuse affaire, c'est qu'il est imprudent de faire partager le même repas à son mari et à son chat. » Un homme jeune et brutal convoite la jeune fille qui vit dans la maison d'en face. Un soir, il se glisse dans sa chambre. C'est pour cela qu'elle passe en cour d'assises. Vladimir Petros est en train de gâcher du plâtre. C'est son métier. Il est sur son chantier en Suisse, pays où l'on croit que tout est calme. Lui, au fond, n'est pas calme. Vise la gamine. T'as vu si elle est mignonne? Le compagnon de chantier de Vladimir, Hugo, lève le nez de dessus le mur qu'il est en train de monter. Où ça? Là, en face. Elle rentre chez elle. Oh, c'est pas du bon pour ton sein, Vladimir. C'est de la petite bourgeoisie qui vit chez papa et maman. N'empêche que je lui ferai bien son affaire. Attends un peu que j'ai l'occasion. Enfin, tu t'es pas regardé. D'abord, elle doit avoir à peine 16 ans. Ce serait du détournement de mineur. Pourquoi pas du viol pendant que tu y es? Vladimir reste silencieux. Les viols, ne se l'avoue pas, mais au fond de lui, une pensée mauvaise caresse cette idée, le viol. Entendre la gamine supplier, résister, déchirer ses sous-vêtements qui doivent être bien sages, en coton, et forcer ce jeune corps encore intact. Vladimir a 29 ans, un type slave assez prononcé, les pommettes saillantes, une grosse moustache, il est musclé, tout en air. Son travail de maçon est rude. Il n'a pas un gramme de graisse superflue. Après tout, il peut plaire aux femmes. Il leur plaît, d'ailleurs. Mais au fond de lui, il est blasé. Il n'a plus envie de Gertrude, son amie attitrée, serveuse dans un bar malfamé de Lausanne. Ce qui lui plairait, c'est de sentir entre ses bras une petite fille bien élevée, pas maquillée, du genre très convenable. « Enfin, tu rêves ou quoi ?» Hugo fait brusquement redescendre Vladimir sur terre. « Le boulot n'attend pas. T'auras tout le temps de rêver à ta gamine ce soir qu'on en aura fini. » Le drame, c'est qu'une fois la journée de travail terminée, Vladimir et Hugo ne s'éloignent pas. Leur patron les loge sur place, dans un baraquement provisoire. On est en plein été, et les nuits de Suisse peuvent être torrides. Vladimir, ce soir-là, a du mal à trouver le sommeil. Aujourd'hui encore, il a vu la petite jeune fille qui habite la maison d'en face. Elle lui a même fait un petit signe de tête, quand il l'a saluée d'un joyeux « bonjour ». Cette petite jeune fille, Héloïse Mühlberg, est parfaitement bien élevée. Ses parents lui ont appris qu'on ne doit pas parler aux étrangers, mais après tout, quand un ouvrier vous salue gentiment, il n'y a pas de raison pour ne pas lui répondre. Quoique celui-là, le maçon du chantier d'en face, avec ses pommettes de mongol et sa grosse moustache, Héloïse ne sait pas trop pourquoi, mais il lui fait un peu peur. Elle a raison. « Bonne soirée, ma chérie, dit la maman d'Héloïse. Ne te couche pas trop tard, nous rentrerons vers minuit. Et il faut bien aller voir cette pauvre Mathilde. Ton dîner est prêt. Tu n'as qu'à le faire réchauffer. Bonsoir, maman, bonsoir, papa. Ne vous en faites pas pour moi, je vais écouter le concert de Karajan à la radio. À demain. » Et les parents d'Héloïse quittent la maison, montent dans leur jolie voiture et s'éloignent. La nuit d'été est pleine de senteurs. En face de la maison, dans son baraquement, Vladimir, en torse nu, ne parvient pas à trouver le sommeil. Il n'a pour tout vêtement que son slip, et sans y prêter attention, il voit les parents d'Héloïse s'éloigner. Ce soir-là, il est seul. Hugo, son collègue, est allé en ville faire une petite virée. Tiens, les voilà qui sortent, pense-t-il.
La petite n'est pas avec eux. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? La réponse arrive assez vite. Une lumière s'allume à l'étage, juste au-dessus de la véranda. Vladimir sait que cette fenêtre est celle de la chambre d'Héloïse. Combien de fois ne l'a-t-il pas vu le matin ou le soir penché au-dessus de la petite balustrade fleurie, jetant des miettes aux oiseaux ou discutant avec une camarade qui passe dans la rue? Vladimir attend. Les heures passent. Il distingue la silhouette d'Héloïse, mince, presque pas de poitrine, qui passe et repasse devant la fenêtre. Il entend vaguement de la musique classique. Elle écoute un concert. C'est pas le genre yéyé. Je vais t'en faire de la musique, moi, ma poulette. Il est tard, tout est calme. Pas un passant, pas une voiture. Sur la façade de la maison d'en face, éclairée par la pleine lune, Vladimir contemple, fasciné, la fenêtre d'Héloïse, grande ouverte, pour laisser entrer un peu de fraîcheur. Il enfile un pantalon, met un t-shirt et sort du baraquement. Si je grimpe le long de la glycine, pas de problème. J'arrive à la hauteur de la fenêtre en 5 secondes. Sans plus réfléchir, Vladimir quitte l'enceinte du chantier. Après tout, si Hugo rentre maintenant, il lui dira qu'il est allé se chercher des cigarettes pour justifier son absence. Vladimir traverse la rue, saisit la glycine d'une main et tire un bon coup pour en éprouver la solidité. Un gros nuage passe et masque la lune. Héloïse, étendue dans son lit de jeune fille, dort à point fermé. Elle ne voit pas la silhouette nerveuse de Vladimir s'encadrer dans le rectangle de sa fenêtre. Quand il la saisit, elle veut crier. Mais Vladimir a commencé par lui fermer la bouche d'une main. De l'autre, il arrache le drap sous lequel la jeune fille dort, à peine vêtue d'une petite chemisette de coton à fleurs. Vladimir n'est pas un violeur expérimenté, mais d'instinct il trouve les gestes qu'il faut. Héloïse se débat. Elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait un jour être violée. Elle n'a jamais pensé à l'amour. C'est une pure jeune fille catholique, et son éducation ne lui permet d'envisager l'amour qu'avec le visage d'un beau jeune homme romantique et galant. Mais pour l'instant, sans comprendre trop ce qui lui arrive, elle a simplement le temps de voir au-dessus d'elle les pommettes saillantes, les grosses moustaches, les yeux fous de Vladimir éclairés par la lune. Elle comprend soudain ce qu'il veut. Elle se débat, et lui, en lui maintenant toujours la bouche fermée, d'une main la gifle à tour de bras. Elle le griffe, elle essaie de mordre, mais le corps musclé de Vladimir a l'avantage. Quand enfin il parvient à ses fins, Héloïse s'évanouit. Vladimir profite d'un autre gros nuage pour redescendre de la chambre d'Héloïse en s'appuyant sur sa glycine. Quand il regagne son lit, Hugo est déjà là. « Où t'étais passé ?»« Je fais un tour, je n'arrivais pas à dormir. »« Tu sais, tout à l'heure, en passant devant la maison de la petite, j'ai entendu des bruits bizarres qui venaient de sa chambre. Si elle n'avait pas l'air si sage, j'aurais juré qu'elle était en train de se payer du bon temps avec un coquin. » « Toutes les mêmes, fait Vladimir. En façade, elles ont l'air d'anges radieux et au fond, sont toutes des salopes. » Le lendemain, les deux garçons, en reprenant le travail sur le chantier, voient arriver une ambulance et une voiture de police devant le domicile d'Héloïse. « Tiens, on dirait qu'il y a du grabuge, fait Hugo. »« Possible, répond Vladimir. C'est peut-être ce que t'as entendu hier. » Ils aperçoivent une civière qu'on sort de la maison. « Mais dis donc, on dirait la gamine. »« Ah ouais, c'est bien possible, répond Vladimir, sans même regarder. » Soudain, il se rend compte de la folie qu'il vient de commettre. Oh, non pas qu'il regrette l'acte ignoble dont il est coupable, mais simplement parce qu'il réalise qu'il peut être identifié. Après tout, la petite le connaît de vue. L'aura-t-elle reconnu? Avec l'obscurité, à un moment, il songe à quitter le chantier, à fuir. Mais cette fuite serait l'aveu même de sa culpabilité. Autant se remettre à sa bonne étoile. Si on vient lui demander des explications, eh bien, il n'aura qu'à nier tout en bloc. 1 heure plus tard, 2 policiers suisses viennent l'arrêter. Malgré sa panique, Héloïse, dont il ignorait jusqu'à présent le nom, l'a formellement reconnu. Une analyse rapide de ses mains, une visite médicale, un examen de ses vêtements ne permettent plus aucun doute, c'est lui le coupable. Vladimir Petros, la cour vous condamne à 18 ans de prison ferme. Et les gendarmes l'emmènent vers son destin. Dans le prétoire, après toute la tension du procès, Héloïse et ses parents restent prostrés. La condamnation de Vladimir, survenue quelques semaines après le viol, leur laisse un goût amer. Héloïse, d'une certaine manière, est détruite, et cela aucune condamnation, aussi lourde soit-elle, ne pourra le réparer. « Maman, il faut que je te parle. »« Oui, ma chérie, je t'écoute. »
Maman, je suis enceinte. Mon Dieu, mais de qui? La maman d'Héloïse, dans son désarroi, ne fait pas le rapprochement entre le viol de sa fille par Vladimir 2 mois auparavant et la nouvelle de cette grossesse. Mais enfin, maman, tu le sais bien, de qui? Hurle Héloïse. C'est lui, c'est ce monstre. C'est lui. Quel malheur. Depuis la nuit tragique, chez les Mühlberg, 2 mots sont bannis. On ne parle pas de viol et l'on ne prononce plus le nom de Petros. Le soir même, autour de la table de la salle à manger, les Mühlberg sont réunis, le père fonctionnaire des chemins de fer, la mère, et il y a aussi l'oncle Friedrich et la tante Amelia. La question est, va-t-on garder l'enfant? Après avoir envisagé les diverses solutions proposées par la médecine, toute la famille, d'une seule voix, choisit de garder l'enfant. Après tout, on aura les moyens de lui donner une éducation convenable, dit le père. Et ce petit être n'est pas responsable de cette tragédie. De toute manière, l'Église est formelle là-dessus. Tu ne tueras point. Et c'est ainsi que 9 mois après avoir été violée par Vladimir, Héloïse met au monde un garçon. Mais, malgré les encouragements habituels de la famille, le cœur n'y est pas, personne ne songe à dire « il a tes yeux », et bien sûr, certainement pas, c'est le portrait tout craché de son père. Car Héloïse, quand on lui met l'enfant entre ses bras, scrute le visage du bambin tout rouge et chiffonné, et elle ne se pose qu'une seule question. Ressemblera-t-il à son père? C'est la question qu'elle va se poser pendant 18 ans, jusqu'au jour où elle y répondra. Héloïse donne à l'enfant le prénom d'Éric, et dans les années qui suivent, accomplit son devoir de mère de famille avec beaucoup de conscience, mais d'amour, point. Elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle, et à sa grande terreur, plus Éric grandit, plus elle distingue sur son visage en ébauche les traits qu'elle n'a jamais oubliés de Vladimir Petros, son violeur. Les mêmes pommettes saillantes, les mêmes yeux un peu bridés, le même menton fendu d'une faussette. Enfin, regarde, maman, c'est lui! Mais non, ma petite fille, enfin, tu te fais des idées. Moi, je trouve qu'il a plutôt l'allure de ton grand-père Émilien. Car Héloïse, si elle a bien entrevu Vladimir pendant la nuit d'horreur où il a abusé d'elle, a eu tout le temps de le contempler à son aise pendant le procès. Mais enfin, regarde, maman, son regard, c'est le même. Regarde, maman, quand cet enfant me sourit, je revois le sourire de son père. Mais enfin, ma pauvre chérie, tu deviens folle. Éric te sourit comme un enfant de 5 ans sourit à sa mère quand elle lui donne son goûter. Enfin, je suis certaine que ce sera un garçon très bien, tu verras. Et moi, je suis certaine que c'est de la graine de violeur. Je vois son horrible père en lui. Enfin, que va-t-il se passer quand il sera adulte? Va-t-il lui aussi violer des pauvres filles endormies dans leur lit? Et les années passent. Éric, enfant sans père, pousse plutôt bien que mal. Les parents d'Héloïse, bien que peu expansifs, accomplissent leur devoir de grands-parents avec une conscience extrême. Éric, à présent, va sur ses 18 ans. Héloïse n'a pu l'empêcher de vivre comme les garçons de son âge, d'aimer le rock'n'roll, de s'acheter une guitare. Il trouve même un travail de disque jockey dans une boîte. Il a une petite amie, une jolie blonde, Ingrid. Enfin, la vie normale. Il insiste pour laisser pousser ses moustaches. Héloïse tempête, mais rien n'y fait. « Ah, je ne veux pas te voir avec ça sous le nez, tu me rappelles ton père. » Mon père? Mais tu ne m'en parles jamais. À propos, c'était qui? Tais-toi, je ne veux pas en parler. Un soir, 2 policiers se présentent chez Héloïse. Madame Mühlberg, c'est au sujet de votre fils. Oui, qu'a-t-il fait? Oh, presque rien, mais l'avons vu en ville au moment où il giflait une jeune fille, une certaine Ingrid. Ah oui, je la connais. C'est ce que je craignais. Ça devait arriver. Non, rien de grave. Une dispute d'amoureux. Dites à votre fils de passer nous voir demain, c'est simplement pour un petit entretien de routine. Oui, c'est ça, demain, je lui dirai. Héloïse pense à autre chose. Le soir même, quand Éric rentre, sa mère ne lui transmet pas le message des policiers. Elle a préparé de la soupe d'écrevisse et de la poule au riz, les 2 plats préférés d'Éric. « Qu'est-ce qu'on fait ?» dit-il tout joyeux, en dégustant ce repas spécial. « On fête la fin d'un cauchemar », répond Héloïse. 2 heures plus tard, Éric est mort, terrassé par les barbituriques que sa mère a mélangés à son repas pour l'empêcher de devenir un violeur. Vladimir, presque au même moment, sort de prison. Il ne saura jamais qu'il a eu un fils. Héloïse est condamnée par ses juges à 10 ans de réclusion.